Donc, deuxième partie consacrée à Olympias, la mère d'Alexandre le Grand. Donc, voyons justement les relations entre la mère et le fils. Alors, l'influence réelle d'Olympia, c'est beaucoup fantasmé, hein, voilà, mais les sources restent assez lacunaires et voilà, cette influence, elle est sujette à beaucoup d'interprétations de la part des historiens contemporains, qui pour certains ont souligné la force du lien affectif qui unit la mère et le fils, au point que certains parlent même de complexe maternel. Alors, faut voir que Olympias n'est évoqué que 4 fois hein, dans l'Anabase d'Arien. Bon, certes, c'est d'abord un récit des faits militaires, mais bien davantage hein, dans les ouvrages des auteurs de la Vulgate d'Alexandre. Donc la version, on dira, un petit peu plus apologétique, voire même légendaire, donc hein, Diodore, Quinte-Curse hein, principalement. Alors, Plutarque propose aussi de nombreux développements donc, dans sa vie d'Alexandre, qui laisse à penser donc, que c'est une intrigante, voire une agitatrice, et qui a un lien indéfectible avec son fils. Et d'ailleurs, d'après Plutarque, à travers donc, de nombreuses lettres, qu'Alexandre d'ailleurs garde secrètes, hein, elle lui prodigue des conseils et le met en garde hein, contre certains dangers, et notamment on verra, elle le met en garde contre Antipater, et elle reçoit d'ailleurs de généreux présents après les victoires de son fils. Hein. Donc voilà, plus tard, nous renseigne quand même hein, sur cette relation. Donc, elle a interféré dans les affaires publiques hein, de Macédoine, hein, tout en conservant la confiance et l'affection de son fils jusqu'à la fin. Alors d'ailleurs, pour revenir un petit peu au départ, hein, c'est qu'elle est assez inquiète par rapport à l'attitude, on va dire, indifférente d'Alexandre envers les femmes, et elle va même encourager en fait son jeune fils à avoir des relations avec une courtisane. Elle va littéralement lui mettre une courtisane dans son lit. Alors, on sait peu de choses en fait sur ses activités en Macédoine pendant l'absence de son fils. Euh, et elle va d'abord, en fait, par lettre, hein, le mettre en garde contre un prince de l'Incestide, hein, dénommé Alexandre lui aussi. Euh, et elle reçoit d'ailleurs, en fait, une consécration. Donc, en fait, elle a une dédicace à son nom, hein, qui consacre, en fait, à Delphes, hein, après la bataille de Gaugamel. Et c'est à partir de cette période-là, en 331-330, qu'elle commence à témoigner en fait à son fils, donc par des lettres, de sa méfiance envers le régent Antipater. Et il y a un moment où d'ailleurs les tensions sont telles entre la reine-mère et le régent, enfin, son titre officiel c'est stratège d'Europe, hein, mais il n'est ni plus ni moins que le régent de Macédoine, et ben, elle est contrainte à l'exil en Épire, qu'elle gouverne en fait dans une forme de régence au nom d'un de ses petits-fils qui est né donc de sa fille Cléopâtre et de son frère Alexandre, le Molosse. Donc en clair, on a compris que oncle et nièce s'étaient mariés. Et Alexandre donc, finit par prendre le parti de sa mère, et bon, pour des raisons sûrement politiques, hein, autres que sentimentales, on dira. Et il comprend voilà, que Antipater a un pouvoir excessif, et il va, on le sait, à la fin de son règne, en fait, demander des comptes à Antipater, lui demander en fait de venir le rejoindre en Babylone avec des renforts, ce qu'il va refuser, et il va envoyer à sa place ses fils, hein, Cassandre et Iolas, qui seront d'ailleurs plus tard accusés, probablement à tort, hein, d'avoir fait empoisonner Alexandre. Euh, alors, pour la petite histoire, voilà, la mort d'Alexandre la plonge dans une affliction terrible, on l'imagine bien. Et en tout cas, ça ne met pas fin à ses ambitions. Alors, d'emblée, en fait, elle cherche à avancer ses pions, on dira, en cherchant à marier sa fille Cléopâtre, donc qui est devenue veuve. Hein, Alexandre est mort de maladie, bon, sûrement. Et en tout cas, voilà, elle cherche à le marier d'abord à un dénommé Léonatos, qui est un ancien, d'ailleurs, garde du corps, un somatophylacte d'Alexandre,
mais qui va trouver la mort pendant la guerre Lamiaque, hein. Donc il est appelé à l'aide par Antipater. Léonatos, d'ailleurs, déboule avec une partie de l'armée qui devait normalement servir à envahir la Cappadoce, enfin bref, et il meurt au pied des remparts de Lamia. Donc elle cherche un nouveau prétendant qu'elle va trouver en la personne de Perdiccas, et ce qui va d'ailleurs semer une sacrée zizanie, parce qu'au départ, Perdiccas devait épouser Nicaia, la fille d'Antipater. Donc c'est un signe, on va dire, de l'ambition royale, on pourrait dire, de Perdiccas, parce qu'il cherche à, donc le Kiliarque de l'Empire, le régent, hein, parce qu'il cherche à entrer indirectement dans la dynastie argéade. Et donc à la mort d'Antipater en 319, elle va s'allier au nouveau régent de Macédoine, Polyperchon, qui a besoin en fait de son autorité, hein, l'autorité de, on va dire, la reine-mère, pour vaincre Cassandre, le fils d'Antipater, qui a été exclu donc de la succession. Et il y a toute une série de lettres en fait qu'on connaît grâce à Plutarque dans la vie d'Eumène, où elle écrit donc justement à Eumène de Cardia, donc qui est le stratège de Polyperchon, stratège d'Asie, pour lui demander d'ailleurs en vain de revenir en Europe afin d'assurer la protection du jeune roi, donc Alexandre IV. Donc elle se cherche un allié en la personne d'Eumène, qui d'ailleurs va à un moment rencontrer aussi Cléopâtre, donc la fille d'Olympias. Euh, Elle va écrire d'ailleurs aussi aux Athéniens aussi. Enfin bon, je vous épargne les détails, mais enfin voilà, elle cherche euh, à rendre en fait le Pirée aux Athéniens. Et donc là, en fait, elle va recevoir l'aide en fait de son cousin qui s'appelle Éacide, donc roi des Pires. Intéressant parce que c'est le père de Pyrrhus. Donc oui, Pyrrhus est vaguement apparenté à un petit cousin d'Olympias. Et donc elle marche en fait contre la Macédoine en fait, et elle cherche à destituer Philippe III, donc le demi-frère d'Alexandre, un co-roi, qui est réputé déficient mental, et surtout en fait qui est poussé par une intrigante épouse, Eurydice. Et Eurydice, hein, qui est donc la fille en fait d'un ancien roi de Macédoine qui s'appelle Amytas IV. Bon. Donc en tout cas, elle est très intrigante, cette Eurydice, et en fait, elle va faire fuir par sa simple présence en fait ses adversaires, hein, donc l'armée macédonienne, et elle fait mettre à mort Philippe III et donc son intrigante épouse, et d'ailleurs fait mettre à mort tous ses ennemis politiques, donc toute une série d'aristocrates macédoniens sont exécutés. Et là, ben, elle assure hein, la tutelle, la prostasie hein, d'Alexandre IV, et elle se fait aussi la protectrice de sa mère, donc Roxane. Mais là, bah, évidemment, Cassandre ne peut pas rester les bras croisés, et il entreprend le siège d'Olympias hein, dans la cité de Pydna. Sauf que là, ben, elle est un peu lâchée parce que Éacide, donc son cousin, le roi des Pires, et Polyperchon, le régent officiel de Macédoine, ne réagissent pas. Alors il y a une tentative d'évasion qui échoue, elle est sur le point de mourir de faim, et donc elle finit par se rendre à Cassandre contre la promesse d'avoir la vie sauve. Sauf que là, bah, Cassandre saisit l'opportunité, et après avoir obtenu l'approbation, d'ailleurs pour la première fois, de l'Assemblée des Macédoniens, Cassandre fait mettre à mort Olympias. Alors, pour la petite histoire, elle est lapidée par des proches hein, des aristocrates qu'elle avait fait mettre à mort l'année précédente. Donc voilà comment termine Olympias. Et bon, pour la petite histoire, on sait aussi que Alexandre IV et sa mère Roxane seront assassinés par Cassandre en 310, hein, marquant la fin de la dynastie des Argéades. Alors, pour conclure, on peut quand même remarquer qu'Olympias a une certaine postérité grâce euh, à ce qu'on va appeler le roman d'Alexandre, hein, du pseudo-Calistène, même si le roman d'Alexandre
et plus tardif, enfin date du Moyen Âge, mais bon, c'est basé sur les écrits d'un pseudo-Callisthène. Donc, je rappelle que Callisthène est le biographe officiel et neveu d'Aristote, hein, biographe officiel d'Alexandre, bien sûr. Et ce pseudo-Callisthène, donc, qui écrit à la toute fin de l'Antiquité, va inspirer plus tard le roman d'Alexandre. Donc, souvent, par souci de simplification, on dira le roman d'Alexandre du pseudo-Callisthène, mais c'est pas si simple que ça. Enfin bref, en tout cas, dans le début du roman, en fait, eh bien, il est narré la relation fictive, hein, de la reine avec un pharaon, donc Nectanebo II, qui s'est réfugié, donc ça c'est historique, hein, mais à la cour de Macédoine. Il avait été chassé par les Perses. Et en fait, elle aurait eu Alexandre avec, non pas Philippe, mais avec ce pharaon. Et d'ailleurs, en fait, celui-ci en fait prédit qu'elle sera un jour enceinte du dieu Amon, et il se fait un peu l'instrument de la volonté divine. Donc, ce qui rappelle plus tard, évidemment, le fait que Alexandre ait reçu des oracles égyptiens le titre de fils d'Amon Zeus. Et on voit aussi, enfin, dans la suite du roman, qu'elle perd un peu sa face obscure et inquiétante qu'on peut voir chez les auteurs comme Plutarque. Et elle devient voilà, une espèce de figure assez plaisante, hein, une figure féminine, puis modèle d'amour maternel et de tendresse. Donc on est assez loin de l'image intrigante, cruelle qu'on a pu voir notamment chez Plutarque ou chez Diodore. Donc voilà, hein, je ne parlerai pas de sa postérité plus moderne, mais on peut s'arrêter là-dessus donc pour Olympias. Voilà, je vous remercie.